Il est 8h32, la revue de presse. Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, une main brandit la photo d'une jeune fille souriante sur une carte du Parti des travailleurs turcs et deux œillets rouges, comme un hommage à cette vie fauchée. Libération, Turquie, le scénario du pire. La croix, la Turquie face à ses fractures, l'humanité, l'attentat d'Ankara ou le sanglant résultat de la stratégie d'Erdogan. Pendant ce temps, en France, comme une impression de routine, le Figaro, le PS et la droite redoutent une nouvelle percée du FN. Le Parisien insulte, menace, les profs s'assurent contre les agressions. Les Échos, budget, la bataille de l'impôt rebondit à gauche. On commence avec la Turquie. Oui, avec une impression de sidération. Bien sûr, la lente descente aux enfers d'une Turquie qui devait, il y a 10 ans encore, intégrer à terme l'Union européenne, nourrit les éditoriaux. L'humanité accuse. Le président turc, écrit Patrick Appelmüller, a choisi de mener campagne dans le sang. Le site Slate raconte d'ailleurs comment les réseaux sociaux ont été immédiatement verrouillés en Turquie. Dans l'opinion, un chercheur spécialiste donc de la Turquie revient sur une stratégie qui a consisté à laisser les Kurdes de Kobané affronter seuls les troupes de l'État islamique avant d'aller les bombarder au détour d'un vol sous la bannière de la coalition occidentale. La manœuvre d'Erdogan, explique Pierre Fréhel dans Le Républicain Lorrain, a consisté à profiter de la guerre pour se débarrasser de toute opposition. Son pari n'est pas gagné, à moins qu'il ne liquide aussi les élections prévues. Mais comme le conclut Bruno Dive dans Sud-Ouest, personne ne peut souhaiter la déstabilisation de la Turquie dans une région déjà si tourmentée. Personne ne le souhaite, mais personne en Occident ne fait rien pour l'empêcher. Et on sent bien l'ombre de l'islamisme planer sur Ankara, Natacha. Mais oui, il faut se souvenir des éloges de Recep Erdogan et de son parti de la justice et du développement, parti islamiste modéré, disait-on. On y repense en lisant dans Libération la double page d'entretien avec Boualem Sansal. L'écrivain algérien décrypte la réticence des populations européennes devant les réfugiés syriens. Le discours, ils vont prendre le travail des Français, leur pain toucher les allocations, reste au fond très secondaire, dit-il. Ce qui attise les peurs, c'est la dérive de l'islam. Quand je parle de l'islam en France, ajoute-t-il, c'est celui du voisin, du commerçant de quartier, du chauffeur de taxi. En fait, cela revient à dire, nos Arabes, on les connaît, mais ceux-là qui viennent d'Orient, eh bien, on ne sait pas qui ils sont. L'écrivain parle de peur presque moyenâgeuse. Il dit se moquer d'ailleurs des accusations d'islamophobie et d'une éventuelle récupération par l'extrême droite. L'essentiel pour lui, dit-il, est qu'il voit des similitudes entre l'Algérie de la fin des années 80 et la France d'aujourd'hui. Une montée rapide de l'islamisme, des clivages forts au sein de la société, des pouvoirs qui n'assument pas ou qui sont affaiblis par des alliances militaires ou économiques qui les rendent muets. Quand on lui demande s'il préconise des solutions, il répond « Aucune solution, sauf celle qui passe par l'école et qui a été abandonnée. » Des migrants et des sourires, oui c'est possible. Mais oui, parce qu'il y a quand même des articles ce matin qui donnent envie d'espérer, qui donnent envie que la France assume son rôle de terre de refuge. Dans le dossier que consacre Le Monde aux migrants, Marilyn Baumard est allée à la rencontre de 40 Afghans évacués de Calais lors du démantèlement de la jungle, souvenez-vous, en septembre 2009. Loin du tonnerre médiatique, les 276 migrants avaient été dispersés en France et 40 d'entre eux avaient atterri au centre de rétention administrative de Nîmes. Younes parle de son coup de foudre pour la France, alors que lui et son ami Daoud se demandaient dans leur camp de Calais comment vivaient vraiment les Français. Un logement fourni par l'évêché, une aide de la fraternité protestante, des dons des commerçants, et ces migrants ont appris le français, ont découvert les fromages et même la pétanque. Najib est devenu boulanger, comme 12 autres qui travaillent dans les métiers de bouche. Un autre encore est devenu agriculteur. Loin des banlieues et des tours sordides, c'est la France des villages qui les a intégrés. On parle des hommes. Où sont les hommes ? Ben oui, ça c'est la presse féminine qui quand même n'en est plus à ressasser un féminisme conquérant. Le magazine Elle s'interroge aujourd'hui. Comment devient-on un homme? Et oui, c'est compliqué, figurez-vous, visiblement. Et plus encore, nous dit l'article, pour des jeunes gens de classe populaire qui ont gardé les références de la virilité à l'ancienne, force physique, bagarre, agression verbale, une forme de masculinité disqualifiée par les autres couches de la société, ce qui aggrave encore la fracture sociale. Mais dans ce bouleversement de l'identité masculine, il est un sujet rarement évoqué. Pourtant, Marie-Claire s'y colle ce mois-ci. Le magazine est allé à la rencontre de ces hommes à qui une femme a imposé une paternité. Des hommes qui doivent dépasser la sensation de viol, la honte de s'être fait avoir, le regard de la société. Certains, pourtant, refusent de faire payer cela à leur enfant. Thierry raconte le chantage de celle qui menaçait de tout révéler à sa compagne et à ses parents, l'obligation de reconnaître sa petite fille, la tentation de faire un test ADN.
Et puis, à l'âge de 5 ans, raconte-t-il, après s'être fait gronder, elle s'est plantée au milieu de la pièce, les doigts croisés dans le dos. Enfant, je faisais exactement la même chose. Alors j'ai su que c'était ma fille. Leur plus terrible épreuve, raconter un jour à cet enfant les circonstances de sa venue au monde. Mais quand sa fille lui a demandé « Tu le regrettes ?», Mathieu a tout simplement répondu « Je t'aime de tout mon cœur ». On termine en sous-sol. Oui, parce que le Figaro nous apprend que la mairie de Paris a trouvé un moyen de renflouer ses caisses. Figurez-vous, la nuit du 31 octobre, vous pourrez frissonner dans les catacombes de Paris si vous êtes l'heureux couple élu par Airbnb. Oui, le site d'hébergement en ligne a privatisé ce qu'il appelle ce dédale tentaculaire jonché de crânes et d'ossements. Alors pour la somme de 300 000 € quand même. Oui. Ouais. Les catacombes ne sont classées ni nécropole ni monument historique. Il n'y a donc pas violation de sépulture. Bon, de là à considérer que les millions de crânes de Parisiens sont un élément de décoration, il y a là comme un stade ultime du libéralisme festif. Les morts anonymes, finalement, dans les sous-sols de Paris ou sur les plages de Méditerranée, ne nous embarrassent pas suffisamment. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha.